Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un avis lecture. Il va être assez conséquent et ce ne sera pas le seul où vous me verrez habillée de cette façon. Donc j'ignore si c'est le premier ou le second. Mais voilà, sachez que j'en tourne 2 d'affilée. Ce n'est pas que je ne me change jamais, c'est que je ne vais pas me changer encore une fois pour tourner une vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'il va y avoir vraiment de tout comme d'habitude. De la BD, du manga, des romans contemporains, des romans YA, de l'horreur, bref, vraiment tous les genres et tous les styles sont au rendez-vous. Ben on est parti. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre que j'ai déjà mentionné dans un vlog précédent. Il s'agit du Défi de Jérusalem d'Eric Emmanuel Schmitt que j'ai lu il y a donc environ un mois au moment de sa sortie et que j'ai trouvé intéressant d'un point de vue vraiment informatif puisqu'on apprend énormément de choses, notamment sur les pèlerinages des croyants à Jérusalem, donc en l'occurrence des catholiques puisque Eric Emmanuel Schmitt témoigne en tant que catholique. Donc très intéressant, et puis cette idée de Jérusalem qui est finalement ce lieu saint qui renvoie à 3 monothéismes différents, mine de rien, qui certes ont des racines communes mais qui ont pris des chemins différents. Et donc voilà, on a toutes ces problématiques qui sont abordées avec beaucoup de minutie et beaucoup de poésie par l'auteur, qui met vraiment en avant cette idée d'amour, de paix et de possibilité de conciliation, non pas forcément des croyances mais au moins des croyants entre eux. Bref, c'était très intéressant. Je pense que c'est un texte que j'aurais peut-être plus apprécié aujourd'hui. Je suis actuellement en train de lire la Bible. C'est un travail qui me prend énormément de temps, que je trouve très stimulant aussi, qui me permet de voir complètement différemment certaines lectures que j'ai pu faire avant, et notamment le Défi de Jérusalem, puisqu'avant ça je ne m'étais jamais véritablement penchée sur ces textes-là, hein, même si voilà, j'ai toujours eu l'intention de lire la Bible, particulièrement juste pour comprendre peut-être plus aisément certaines choses que je vois dans la littérature et dans la philosophie. C'est vrai que c'est une démarche que je n'avais pas encore initiée, et même s'il y avait des moments clés du texte que je connaissais très très bien pour les avoir étudiés à l'université, je n'avais pas cette vue générale là actuellement, donc de la Genèse et de l'Exode, puisque ce sont les 2 seuls livres que j'ai lus pour le moment. Bref, tout ça pour dire que le Défi de Jérusalem, je l'ai lu je pense au mauvais moment. J'aurais dû le lire légèrement plus tard, donc peut-être après avoir avancé un petit peu cette lecture de la Bible, même si voilà, je l'ai vraiment pris pour ce que c'est, à savoir le témoignage d'un homme qui s'est cherché d'un point de vue spirituel, qui a trouvé une voie qui lui correspondait et qui parle du christianisme en des termes très élogieux, mais aussi de ce que représente pour lui sa rencontre avec Jésus, etc. etc. C'était intéressant. Après voilà, de façon très générale, même si j'aime beaucoup la plume d'Eric Emmanuel Schmitt, je trouve que c'est un auteur qui écrit consciencieusement, voilà. J'ai pas été non plus transcendée, ça ne m'a pas apporté grand chose, il n'y avait pas de grosse plus-value à la lecture de cet ouvrage, mais c'était une lecture sympathique et intéressante. J'ai l'impression que je vous dis ça parce que le titre est un petit peu mûri dans ma tête, donc comme quoi parfois donner son avis à chaud ce n'est pas la meilleure idée, puisque dans mes souvenirs, lorsque je vous en ai parlé en vlog, j'étais assez négative et finalement mon avis est même pas en demi-teinte, mais il est que je prends cet ouvrage pour ce qu'il est, et que pour ce qu'il est je le trouve intéressant. Je vais reprendre depuis le début puisqu'il s'est mis à pleuvoir entre temps, que le son n'est pas le même, et j'espère vraiment que le bruit de fond de la pluie qui tape sur le Velux ne sera pas trop dérangeant et que la compréhension sera correcte. Donc je vous disais, le second livre dont je vous parle, il s'agit de Harlem Shuffle de Colson Whitehead, qui est publié chez les éditions Albin Michel, qui m'ont gracieusement envoyé cet ouvrage. C'était ma découverte de cet auteur, et il a été notamment primé pour son... Alors j'ignore si c'était son premier ouvrage, mais en tout cas pour un de ses ouvrages très célèbres qui est Underground Railroad, si je me souviens bien, que je n'ai donc pas lu puisque j'ai découvert l'auteur avec Harlem Shuffle. Donc dans Harlem Shuffle, on suit un homme qui s'appelle Ray, qui tient une boutique d'électroménager dans un quartier de New York.
et qui va se retrouver entraînée dans une histoire un petit peu compliquée avec son cousin qui projette de cambrioler un hôtel. Et on va donc suivre l'histoire de ces personnages. Mais en toile de fond, ce qu'on découvre surtout, c'est la vie à Harlem. La vie à Harlem, mais aussi toute la lutte pour les droits civiques, la lutte contre le racisme, la lutte contre la discrimination, et puis aussi on se retrouve dans les réflexions du personnage de Ray, qui est conscient d'énormément de choses autour de lui, qui voit énormément d'injustice et surtout énormément de violence, et qui va les dénoncer, non pas directement par les considérations qu'il va avoir ou par les réflexions qu'il va se faire, mais bien plus par les actions qu'il va mener, et parfois même sans s'en rendre compte. Et en cela, j'ai trouvé que ce roman avait des petits airs de romans réalistes. Et par romans réalistes, j'entends les romans du courant réaliste du 19e siècle en France. Et voilà, ça m'a beaucoup plu, parce que donc on était dans cette trame narrative qui est très particulière, très propre au roman réaliste, et ça m'a beaucoup plu pour cette raison-là. Je pense que j'aurais dû beaucoup plus me pencher sur le livre en format papier. La majeure partie de ma lecture, je l'ai faite en audio pour diverses raisons. J'étais dans un moment où j'avais un petit peu de mal à lire également. Mais je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture en format papier, même si j'ai passé un bon moment et que j'ai trouvé ça intéressant. Je pense d'ailleurs que je découvrirai Underground Railroad lorsque j'en aurai l'occasion. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ça me motivera peut-être à en faire l'acquisition plus rapidement. Je change radicalement de registre avec un roman de Kazuki Hata publié chez les éditions Glénat, L'Oiseau d'or de Camille, que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux puisqu'il a beaucoup circulé, et notamment parce qu'on y parle de littérature. On va suivre une héroïne qui est passionnée par l'écriture et qui vit dans une société assez regardante et oppressive envers les femmes, qui ne permet pas donc que les femmes publient des ouvrages, et qui va donc se faire passer pour un homme, rejoindre la ville de Londres et tenter d'être publiée. Et d'ailleurs elle va réussir, voilà, ce n'est pas un spoil, vous le savez dès le premier tome. Mais donc on va suivre ce cheminement, voilà, de cette femme qui est obligée de se travestir pour que son travail soit reconnu, pour que son travail soit édité. C'est un manga que j'ai beaucoup apprécié, je serais ravie de découvrir la suite, et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus puisque pour l'instant j'ai lu seulement 2 tomes, et qu'en 2 tomes je ne peux pas me faire une idée vraiment très large de ce que représente l'œuvre. J'aime beaucoup les dessins qui sont très agréables, qui ont un petit côté romantique, gothique très sympa et très anglais aussi. Je reviendrai donc vers vous lorsque j'aurai lu la suite. Encore un manga avec Your Turn to Die publié chez les éditions Mana, qui m'ont envoyé ce titre que je n'avais pas demandé, donc voilà, c'était un petit peu une découverte impromptue. C'est un manga horrifique, très gore, qui met en scène une espèce de battle royale assez classique. C'était sympathique, j'ai bien aimé. Même si ça reste très cru, qu'il y a des scènes extrêmement violentes et que parfois je trouve ça un peu gratuit. C'est marrant, mais dans le cinéma, je suis nettement moins dérangée par ce côté horrifique qui est souvent gratuit, mais dans la littérature et dans les mangas, il y a des moments où ça me choque un petit peu, surtout quand ce sont des adolescents et des enfants qui sont mis en scène. Et autant il y a des auteurs qui font ça extrêmement bien, par exemple c'est vrai que L'école emportée de Kazuo Umezu met en scène des protagonistes qui sont extrêmement jeunes, mais c'est fait d'une façon qui n'est pas, je vais pas dire qu'il n'est pas dérangeante, parce que le scénario en lui-même est dérangeant, mais il n'y a pas ce côté malsain, presque pervers qu'il peut y avoir dans certaines œuvres qui mettent en scène des moments très crus, très décrits ou très dessinés. Donc voilà, j'ai peur que ce manga finisse par tomber là-dedans, parce que déjà je trouve que le premier tome était quand même assez trash pour une introduction. Mais alors attendez, je regarde juste quelque chose, parce qu'il me semblait que le manga n'était pas le seul format sur lequel existait ce titre. Oui voilà, initialement Your Turn to Die, c'est un jeu vidéo, et je ne suis pas très étonnée puisque ça me faisait pas mal penser, pour ceux qui connaissent, à Danganronpa, qui est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Alors il faut vraiment aimer les univers très japonisants, avec des scénarios très farfelus, et puis des scènes pareilles qui sont quand même assez crues, assez difficiles à regarder.
Et là vous êtes vraiment acteur puisque vous enquêtez systématiquement sur les disparitions, il y a des procès, bref, c'est quand même assez difficile, mais le jeu est vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que ça me faisait un petit peu penser à l'univers de Danganronpa, pas au scénario. Et je digresse, voilà, complètement. Tout ça pour vous dire que j'ai passé un moment relativement sympathique, mais que voilà, ce n'est pas non plus une révélation ni transcendant. Les dessins étaient très sympas aussi, mais je ne pense pas poursuivre la lecture. Le tonnerre me coupe la parole, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Bon, c'est la 3e fois que je coupe compte tenu du bruit de la pluie et de l'orage, et j'espère que cette fois le temps va être avec moi et que je vais pouvoir vous finir cet avis lecture. J'ai ensuite lu Ce qui m'attend dans le noir de Delphine Berthoulon, publié chez les éditions Albin Michel Jeunesse. Dans Ce qui m'attend dans le noir, nous suivons donc Ali, une jeune fille de 16 ans qui voit son appartement être cambriolé et qui va donc être dans une espèce de réaction à ce traumatisme et avoir l'impression d'être suivie et d'être épiée par quelqu'un, et ce quelqu'un est bel et bien existant, ce n'est pas simplement le fruit de son imagination, puisqu'un garçon plus jeune qu'elle du nom de Shark la suit, la poursuit, l'espionne, l'épie. C'est absolument glaçant dans ce roman. Cette impression d'être espionnée, suivie, Ali ne l'invente pas, puisque nous suivons en parallèle de son histoire celle de Shark, un jeune garçon légèrement plus jeune qu'elle qui évolue dans le même lycée ou collège qu'elle et qui effectivement est en admiration absolue devant cette jeune fille, la suit partout, jusque voilà, dans les lieux qui sont plus intimes. C'est vraiment un roman très dérangeant puisque on est à la fois à la place de la jeune fille qui est victime de ce stalker finalement qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne voit pas, donc elle a très souvent l'impression qu'elle imagine ce qu'elle ressent, et en même temps nous on sait en tant que lecteur que elle est véritablement suivie, qu'elle est véritablement potentiellement en danger, et voilà, ça crée finalement une espèce de déséquilibre entre les deux protagonistes qui n'ont pas accès aux mêmes informations. Nous en tant que lecteur on a accès à tout et on est voilà, profondément dérangé par le fait que qu'Ali se retrouve seule face à tout ça. C'est très dérangeant et très perturbant. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est la rencontre entre les deux personnages qui arrive à environ, je dirais, 75% du roman, et qui ne se déroule absolument pas comme je pensais qu'elle se déroulerait. C'était très surprenant, il y avait vraiment une grosse prise de risque de la part de l'autrice, mais c'était parfaitement maîtrisé, pardon. Donc que vous recommandez de vous pencher vers ce titre qui sensibilise grandement au harcèlement, mais aussi au fait d'être une jeune fille à l'adolescence, et de vraiment sentir la violation de son intimité de cette façon. C'était très intéressant et très bien réussi de la part de l'autrice. Pour le prochain roman, je me permets de prendre mon téléphone pour vous lire le résumé puisque je serais bien incapable de vous en faire un résumé cohérent. Il s'agit donc de Captive de Sarah Rivens, le tome 1, que j'ai lu exclusivement avec la volonté de faire une vidéo sur les livres TikTok qui font vraiment le buzz, et puis je suis revenue sur cette idée parce que finalement je n'ai plus envie de faire cette expérience-là. J'ai lu 2-3 livres pour éventuellement réaliser cette vidéo, mais je n'ai même pas envie, même pour en parler négativement, je n'ai pas envie de promouvoir certains titres, et celui-ci en fait partie. Donc je vous donne mon avis ici qui va être assez mauvais, mais je saurais même pas comment vous parler correctement de ce livre. J'espère que l'avis va un petit peu se tenir, déjà que la vidéo est décousue. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malignes et mortelles, elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, alors déjà on a envie de dire le pléonasme, John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait pas y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur, je sais pas pourquoi je dis professeur, joue dans une toute autre catégorie. Ce certain H, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre
entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Voilà pour le résumé de Captive. J'avais prévu de garder le livre afin de vous faire part des annotations que j'avais pu faire durant ma lecture, et puis finalement j'ai renoncé, je ne supportais plus vraiment de voir ce titre dans ma bibliothèque, et puis je n'avais pas envie de rentrer dans un avis extrêmement détaillé d'un titre qui ne le mérite absolument pas. Je voudrais très vite passer la problématique du style littéraire qui est absolument inexistant, de la langue qui n'est absolument pas travaillée. Je passerai également sur l'absolue platitude du roman en tant que tel, c'est-à-dire au niveau des intrigues, au niveau du développement de la psychologie des personnages. Bon, tout ça pour moi c'était le néant. Par contre, ce sur quoi j'aimerais insister et qui personnellement m'a beaucoup dérangée, alors avant toute chose, parce que je sais exactement quels sont les retours qui sont faits sur les chroniques négatives concernant ce titre. Personnellement, je ne suis pas une consommatrice de dark romance. Cela ne veut pas dire que je n'en ai pas lu pour savoir déjà d'une part de quoi il s'agissait, mais aussi pour pouvoir bien mettre le doigt sur ce que je trouvais problématique dans ces romans. Qu'on soit clair. Donc je ne parle pas de ce roman en méconnaissance de cause, sans avoir pris conscience de ce qu'était ce genre littéraire, sans avoir regardé les arguments qui font que certaines personnes défendent l'existence de ce genre littéraire-là. Bref, donc je vais pas rentrer dans une polémique exacerbée, poussée sur la question. Personnellement, je ne lis pas de la dark romance par plaisir. Je ne comprends même pas qu'on puisse trouver du plaisir au fait de regarder, enfin de lire l'humiliation d'une femme par un homme qui est violent physiquement, verbalement, psychologiquement avec elle, et y trouver un quelconque plaisir. Ça, c'est mon opinion. Et je trouve, personnellement, qu'il est dangereux de voir fleurir de plus en plus dans nos librairies et nos bibliothèques ce type d'ouvrage pour une raison très simple, c'est que souvent, les professionnels du milieu du livre ne mentionnent pas que ces livres contiennent des messages violents qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas être lus par un public jeune. Et si je dis ça, j'aimerais vous la retrouver, je vais essayer de vous la retrouver. J'ai posté une story sur Instagram il y a peu du rayon romance de la FNAC il y a environ 2 semaines. Il y a 2 semaines, je me rends à la FNAC et je vois que la FNAC a donc sorti ses bandeaux pour mettre en avant les titres qui ont été le plus vendus avec le Pass Culture. Le Pass Culture concerne une tranche d'âge de 15 à 18 ans, si je me rappelle bien. Et les ouvrages qui étaient mis en avant sous ce bandeau, c'était donc Captive, qui n'a rien à faire dans la bibliothèque d'un enfant de 15, enfin d'un adolescent de 15 ans à 18 ans, voilà, clairement pas. Et Hades et Perséphone que je n'ai pas lu, mais qui, au vu des retours que j'ai lus, présente un petit peu les mêmes problématiques en termes de considération de la femme et d'image de la femme, de portrait de la femme qui est fait dans l'ouvrage. Bon. Donc ça déjà pour moi c'est le premier problème. Il y a vraiment un souci, c'est que cette littérature aujourd'hui elle est commercialisée sans qu'on prenne en compte le véritable potentiel risque qu'il y a à ce qu'un public non aguerri et non averti tombe sur ces titres. Ça c'est pour moi vraiment un des problèmes. Le second problème, et d'ailleurs c'est ce qui va constituer la majeure partie de mon avis sur ce titre, c'est que pour moi ce sont des livres qui font vraiment reculer considérablement toutes les luttes qu'on a pu mettre en place et enclencher concernant la condition des femmes. Je trouve que vraiment il y a une romantisation de la femme objectifiée, de la femme qui ne peut pas faire ses propres choix, de la femme qui est violentée, de la femme qui est traumatisée par les hommes et qui malgré ça ne peut s'empêcher de tomber amoureuse de celui qui pourtant lui a vraiment fait des choses mais atroces. Et ce serait très intéressant si c'était fait de telle sorte à dénoncer finalement ces violences, dénoncer justement comment une jeune femme comme Ella peut tomber amoureuse d'un homme qui lui fait subir ce que H lui fait subir, voilà comment, je sais pas, en analysant par le prisme de la psychologie, de la sociologie, de n'importe quel prisme, les raisons qui pourraient pousser à, mais là ce n'est pas du tout ça, là on romantise en fait une histoire qui je ne sais même pas comment elle peut l'être. Je pense que vous avez entendu parler de cette fameuse scène au début du roman, peut-être au bout d'une 40aine de pages, où H prend la main d'Ella et la dépose sur une plaque de cuisson, sur un grill, je ne sais plus exactement.
Mais j'ai même pas les mots en fait pour j'ai même pas les mots pour poursuivre l'analyse d'une telle chose. Je ne comprends pas. Je comprends pas à quel moment on peut trouver que c'est divertissant, à quel point on peut trouver que c'est intéressant, à quel point on peut trouver que c'est à quel moment on trouve que c'est pertinent. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Et je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je ne suis pas persuadée que l'autrice, lorsqu'elle écrit ça, prenne conscience de la gravité de ce que représente un tel acte. Demain, en fait, j'essaie de voir ça de cette façon. Si demain j'avais une amie qui me faisait part d'un problème de ce type dans sa relation amoureuse, il n'y a aucun moment où, à l'instar des autres protagonistes féminines du roman, il n'y a aucun moment où je dirais à cette amie oui mais tu sais il a vécu des choses difficiles et je pense que tu as les épaules, le tempérament pour lui tenir tête, etc. etc. Déjà parce que je pense que je serais la pire amie du monde si je faisais ça. Et ce n'est pas du tout une preuve de sororité parce que j'ai entendu parler de ça, du fait que dans ce roman il y avait une forme de sororité. Et personnellement je ne vois pas en quoi nous sommes dans un texte soror quand une jeune femme se fait violenter en permanence, n'est jamais défendue par les autres femmes. Parce qu'il y a des protagonistes dans ce roman qui ont une relation extrêmement forte avec Ash et qui pourraient se mettre en travers de son chemin parce que Ash ne serait jamais violent avec elle. D'ailleurs, c'est la construction qui est très ambivalente et bizarre de ce personnage. C'est que d'un côté, il nous est présenté comme un personnage, alors certes, un petit peu amer, un petit peu difficile, mais il a été trahi, il est meurtri, En fait, il y a 1 million de justifications qui font que le comportement de Ash pourrait et devrait passer pour quelque chose d'anodin presque, et qui devrait être compris par Ella. Bref, vraiment pour moi il n'y a rien qui va dans ce roman. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'intérêt d'une telle lecture et voilà, je suis désolée si j'ai été extrêmement virulente et si vous l'avez pris personnellement parce que vous avez apprécié ce titre ou que vous appréciez de façon très générale la dark romance, mais mon opinion sur le genre littéraire était déjà faite. Mais là j'avoue que bon, je suis vraiment confortée dans le fait que ce n'est pas du tout pour moi. J'ai pris énormément de temps pour vous donner mon avis sur Captive, je m'en excuse. Je passe maintenant sur quelque chose de complètement différent et je suis obligée de prendre mon téléphone puisque j'ai beaucoup de mal avec à mémoriser le nom des auteurs. Donc j'ai lu Winston, un chat mène l'enquête, les tomes 1 et 2. Donc le premier c'était Le bateau pirate, le second je ne l'ai pas sous les yeux mais c'était sur un musée avec une momie, donc je ne sais plus, je crois que c'était Sphinx quelque chose, bref. Donc en tout cas Winston, un chat mène l'enquête, donc c'est de Frock Schoenman et Nikolai Ranger et c'est publié chez les éditions Fleurus. Donc les ouvrages sont en noir et blanc avec toujours une touche de couleur précise. Donc pour le tome 1 on était sur du jaune fluo, pour le second tome on était sur du orange fluo. Alors je ne sais pas s'il y a une symbolique particulière derrière ces couleurs et si elles représentent un choix quelconque, mais en tout cas c'est un choix artistique de la part des auteurs. J'ai trouvé que c'était des histoires très sympathiques avec des enquêtes qui ressemblaient pas mal aux enquêtes de Sherlock Holmes, qui sont très progressives. Très souvent Winston est assisté par un autre chat, par des souris, par d'autres animaux et vraiment c'était très mignon, très bien fait. Il y avait vraiment un côté très ludique aussi, donc j'ai beaucoup apprécié ces lectures. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus si ce n'est que la première enquête porte donc sur un bijou disparu et le second tome porte plus sur des histoires de fantômes et de pirates. Voilà. Je pense que ce sont de super ouvrages pour un public assez jeune, mais même si vous les lisez un peu plus tard, ce n'est pas dérangeant, même si clairement je n'étais pas le public cible, j'ai passé un bon moment. Je trouve que c'est un bon cadeau à faire à, pourquoi pas, à vos neveux, nièces ou à vos enfants si vous souhaitez leur présenter des ouvrages qui sont très introductifs en matière d'enquête, mais très intéressants, prenants et qui mettent en scène des animaux. Ensuite, j'ai lu La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft, publié chez les éditions Big Bang dans cette très très belle édition reliée. J'ai passé un très bon moment. C'est un roman extrêmement lent et contemplatif, je vous préviens d'avance, et j'imagine qu'il ne plaira pas à tout le monde pour cette raison. On est dans un univers de fantasy qui reste quand même bien en surface, et on attend durant les 400 premières pages du roman que l'intrigue soit alors pas l'intrigue mais que la phase active du récit soit véritablement lancée. Tout le reste du temps on est vraiment dans l'introspection des personnages, on est vraiment dans la construction de leur relation qui prend énormément de temps, qui est très lente mais qui est aussi très jolie à découvrir. Et surtout ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est le fait qu'on ait beaucoup de représentations pour des personnes qui souffrent d'anxiété, qui ont des difficultés à sociabiliser, qui sont très sensibles mais qui aussi ont un côté très
très introvertie. Je trouve que c'était vraiment intéressant. Même le personnage de... Alors par contre j'ai oublié les prénoms parce que ça fait un petit moment. Même le personnage de Wes qui est finalement très exubérant, qui se met très en avant, a ce côté aussi craintif vis-à-vis des autres et ne dévoile jamais qui il est vraiment et sa sensibilité. Et alors le personnage de Margaret est passionnant pour ça. C'est vraiment une jeune fille qui a grandi seule, qui a vécu seule, qui a perdu foi en les autres et qui tente petit à petit de retravailler, reconstruire sa confiance, et qui vit seule dans une maison éloignée du village d'où elle vient. Sa mère est partie depuis maintenant un bon moment. Sa mère est une scientifique, une alchimiste renommée, qui finalement l'a toujours fait passer au second plan, particulièrement depuis la mort de son frère qu'elle essaie absolument de ramener à la vie par l'alchimie. Bref, tous ces éléments pris ensemble font que vraiment c'est un très joli roman qui certes est un roman de fantasy mais qui ne met pas l'accent sur la fantasy, qui met vraiment l'accent sur les personnalités des protagonistes, leurs émotions, la richesse de leur monde intérieur aussi, et en ça j'ai passé un très très bon moment et j'aime beaucoup La chasseuse et l'alchimiste. Je vais clore ce book haul avec un autre ouvrage que j'ai beaucoup apprécié, Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez les éditions Brajlon, toujours une très très belle édition reliée qui était vraiment top, et ça a été extrêmement difficile de quitter l'univers après la lecture de ce tome 1 puisque vraiment l'histoire se termine sur un cliffhanger à couper le souffle. J'avais qu'une envie, c'était de lire la suite, mais voilà, je vais devoir attendre puisque la suite paraîtra... Alors, je l'avais noté, mais... Évidemment, je ne sais plus où je l'ai noté. Il me semble que c'est en automne 2023. Oui, automne 2023. Donc voilà, la suite n'est pas encore disponible en français. Mais j'ai passé un très très bon moment. Donc dans cette histoire, on va suivre... alors pareil, j'ai encore besoin d'aller voir les prénoms. Je suis désolée. On va suivre Lara et Aren. Donc Lara est la fille d'un roi absolument... horrible, mais horrible, que ce soit avec ses enfants ou avec son peuple. Et elle va se voir mariée à Aren, donc elle a vraiment été formée pour tuer Aren parce qu'on lui a inculqué que le royaume gouverné par Aren est à l'origine de toutes les inégalités, de toutes les souffrances que subit son peuple. Donc Lara va être... convaincue de tomber sur un homme détestable dans le personnage d'Aren, et pourtant elle va le rencontrer et se rendre compte que non seulement c'est un roi juste, intelligent, qui prône même une sorte de démocratie par moment, tout du moins qui prend vraiment en compte l'opinion de son peuple, mais aussi que c'est un jeune homme brave, à l'écoute, et qui va vraiment essayer de la comprendre elle et ses traumatismes. Donc voilà, c'était vraiment très très bien. Ce que j'ai particulièrement apprécié, même si ce n'était pas encore très étoffé, c'est l'univers de fantasy, puisque on est sur une île, et c'est quelque chose que je vois personnellement assez rarement dans les univers de fantasy. Là on est vraiment sur une île très particulière où il y a des coutumes propres à la fois à tout le peuple, mais aussi aux jeunes gens qui habitent sur l'île. Il y a notamment un moment dans le roman que j'ai beaucoup aimé, dans lequel Aren se donne le challenge de traverser une zone qui est vraiment fréquentée par énormément de serpents, et en fait cette espèce de zone c'est le lieu où se déroule une sorte de rite initiatique où les jeunes gens essaient de traverser sans se faire attraper par les serpents pour voilà, passer à l'âge adulte. Bref, j'ai beaucoup aimé tous les petits rituels qu'il y avait autour de ça. Je vous mentionne celui-ci, mais il y avait énormément de choses dans le roman qui étaient très spécifiques à l'île d'Aren, et j'ai beaucoup aimé. Je suis impatiente de lire la suite. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'en ai terminé avec cet avis lecture, j'espère que ce n'était pas trop décousu ni trop long compte tenu du nombre de coupures que j'ai dû faire. Si vous avez lu certains de ces livres ou que vous envisagez de les lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Je pense que au moins pour les 2 derniers, vous en avez déjà entendu parler et vous les avez peut-être lus, donc voilà, je serais très très contente de voir un petit peu ce qui vous a interpellé, ce qui vous a parlé, ce que vous avez aimé ou moins aimé d'ailleurs. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.